Bon, décortiquons ça. Généralement, quand on observe une entreprise de l'extérieur, on a cette attente naïve de voir une mécanique de précision, quoi. On s'imagine des processus hyper carrés, des équipes parfaitement alignées. Une vraie colonne vertébrale. Ouais, on adore se raconter des histoires. C'est le biais cognitif par excellence, ça, hein. Le cerveau humain a horreur du vide, donc il cherche la cohérence partout. C'est ça. On regarde la belle devanture, on clique sur le produit et on présuppose de façon presque innocente qu'à l'intérieur, les rouages tournent à la perfection pour soutenir tout ça. Sauf que, quand on compile les données réelles, le retour de terrain, et qu'on regarde vraiment comment fonctionnent les organisations modernes, on se rend vite compte d'un truc. Que l'usine bien huilée est une vaste blague. Ah, mais une blague monumentale. Et c'est exactement l'objet de notre plongée d'aujourd'hui. On va explorer cette grande mascarade contemporaine, ce moment précis où le décor tombe. Parce qu'on est entré dans une ère fascinante, et franchement un peu pathétique, où une immense majorité de boîtes ne pilotent plus du tout une activité réelle, elles pilotent une impression. Exactement. Et la nuance est vertigineuse. C'est toute la différence entre construire une vraie vision d'entreprise et vendre un simple fond d'écran. Un fond d'écran, ouais. J'aime bien l'image. Bon, une vraie vision, ça résiste quand tu commences à gratter la peinture. Le dirigeant sait pourquoi il prend telle décision, les employés comprennent ce qu'ils font là, alors qu'un fond d'écran, c'est somptueux, les couleurs pètent, c'est de la 4K, c'est épuré, c'est parfait. Tant que personne n'a la mauvaise idée de cliquer dessus. L'analyse aujourd'hui, c'est de regarder ce qui se passe quand on clique, quand le réel décide de s'inviter à la fête et de tout casser. Parce que, soyons clairs, c'est un secret de polichinelle, hein. On privilégie l'esthétique du sérieux à la compétence de fond. Mais à un moment, le réel finit toujours par frapper à la porte. Ah oui, et le réel, c'est ce petit animal brutal qui a généralement très mauvais goût. Il vient taper à la vitrine immaculée, tu sais, celle avec le logo qu'ils viennent de redessiner pour un demi-million d'euros, et il pose la question qui fâche. La fameuse question, Rao, c'est très beau votre charte éco-responsable, mais en arrière-boutique, comment ça tourne? C'est ça. Attention, le problème, c'est pas d'avoir une belle image. C'est normal de soigner sa vitrine. Le drame, le vrai drame systémique, c'est quand l'image ne vient plus illustrer la solidité, mais qu'elle la remplace purement et simplement. Attends, faisons une pause là-dessus parce que l'analogie est frappante. Ça me fait penser au décor de cinéma hollywoodien. Ah, les façades en carton-pâte. Exactement. De face, tu as un saloon majestueux ou une banque new-yorkaise flamboyante. Ça donne super envie d'entrer. Et puis tu fais un pas de côté pour regarder les coulisses. Et là, surprise. 3 planches de bois brut et du contreplaqué. C'est ça, du contreplaqué et des échafaudages tenus par du vieux scotch qui menace de s'effondrer au premier coup de vent. C'est littéralement l'architecture des entreprises dont on parle. Totalement, tu vas sur leur page LinkedIn, ça déborde de mots grandiloquents. Impact, humain, excellence, agilité, c'est magique. Mais tu passes la porte de service et tu découvres la réalité de cette fameuse fluidité technologique. Laisse-moi deviner. Un stagiaire au bord du gouffre et 3 logiciels qui ne se parlent pas. Exactement. Un stagiaire en burn-out qui fait des copier-coller entre 3 outils incompatibles, mais tu vois, l'échelle du phénomène a muté. C'est-à-dire, Laisse-moi faire l'avocat du diable 2 secondes. Depuis l'Antiquité, le marchand frotte la pomme pour qu'elle brille sur l'étalage et il cache les fruits pourris en dessous. En quoi c'est si différent ou si dangereux aujourd'hui? Ce qui est fascinant et bien plus dangereux aujourd'hui, c'est que la nature du décor a changé. Le marchand de l'Antiquité, il polissait un fruit qui existait vraiment. Aujourd'hui, le décor est devenu presque exclusivement lexical. Lexical. Donc on ne vend même plus un vrai produit embelli, on vend des mots. C'est un feu d'artifice de vocabulaire. Le jargon qu'ils utilisent agit littéralement comme une anesthésie pour la pensée critique. Une anesthésie. Donc on endort la méfiance de tout le monde avec des mots compliqués. Précisément. Si je te dis synergie des intelligences collectives ou leadership bienveillant, ton cerveau, qui est feignant par nature, se dit waouh, ça a l'air noble, ces gens-là savent ce qu'ils font. Bah oui, ça claque sur un PowerPoint, quoi. Ce vernis linguistique, c'est un raccourci social redoutable. Le marketing ne sert plus à emballer le produit, il remplace le management. Face à un vrai problème opérationnel, au lieu de restructurer, on invente un nouveau nom pour le département. Donc on ne règle plus les problèmes de fond, on les communique. C'est fou. Ça me rappelle cette formule hyper cynique qu'on voit dans nos sources. L'objectif de ces boîtes, c'est de mourir en HD. Mourir en haute définition.
Ah, c'est d'une lucidité implacable. C'est magnifique. La boîte coule à pic, l'eau rentre de partout, mais le profil Instagram est absolument irréprochable. L'éclairage est bon, le filtre est parfait. Ouais, l'orchestre joue pendant que le Titanic coule, mais au moins ils ont des beaux costumes. Parce que quand la communication devient la seule réponse à la désorganisation, l'entreprise arrête littéralement de construire. Elle ne tranche plus les crises, elle poste un manifeste inspirant. Sauf que le vide structurel, il ne s'évapore pas par magie parce qu'on a fait un beau post LinkedIn. La charge mentale, elle est bien là. Elle est juste transférée en bas. Cette organisation qui tient sur, disons, 3 personnes à bout de nerfs, 2 managers qui font les morts en réunion et un fameux fichier Excel. Le fameux fichier Excel nommé version finale _V12 _bis. C'est un grand classique, le pilier central de l'économie moderne, ce fichier Excel. Mais il faut comprendre pourquoi il existe, ce fichier. C'est le symptôme ultime du bricolage. La direction achète un super logiciel hors de prix pour faire moderne, mais qui ne marche pas du tout sur le terrain. Alors le cadre intermédiaire, il crée un fichier Excel la nuit pour faire le pont. Pour cacher la misère, quoi. Et sociologiquement, c'est super intéressant, parce que face à cette mascarade, les employés se divisent généralement en 3 camps bien distincts. Décortiquons ça, parce que c'est là que l'humain encaisse. D'abord, tu as les croyants. Les fameux croyants, ceux qui défendent la façade coûte que coûte. Exactement. Et c'est pas forcément par stupidité, c'est de l'instinct de survie psychologique. Tu sais que quand tu bosses 50 heures par semaine dans le chaos, t'as un besoin vital de croire au récit héroïque de ta boîte. Sinon, tu t'effondres. C'est clair. Si tu te dis que tout ça ne rime en rien, tu ne te lèves plus le matin. Et le deuxième camp? Le deuxième camp, ce sont les lucides. Eux, ils voient l'immense fossé entre les beaux discours de la direction et le foutoir du terrain. Et comment ils réagissent, les lucides? Face à l'absurdité, ils font un choix binaire. Soit ils adoptent le silence stratégique, en gros, ils coupent leur micro sur Zoom et ils arrêtent de se battre, soit ils font leur carton et ils se cassent. Ce qui nous laisse avec la 3e catégorie. Et honnêtement, c'est sans doute la plus tragique pour la santé mentale. Les survivants. Ah, les survivants. Eux, ils s'adaptent. Ils traduisent les directives absurdes d'en haut, ils compensent le manque de budget, ils rafistolent tout dans l'urgence. Ils deviennent les colonnes porteuses invisibles du bâtiment, en fait. C'est ça. Si le système tient encore debout et continue de se vendre, c'est uniquement grâce à l'épuisement de ses survivants. Ça m'évoque une métaphore. Imagine on invite des clients hyper liches dans un restaurant étoilé sublime. D'accord, je vois le genre. Velours rouge, belle vaisselle. Exactement. La lumière est tamisée, le menu promet une émotion gustative en circuit court, tout est magnifique. Mais derrière les portes battantes, en cuisine, c'est la guerre de tranchées. Le chef hurle, le gaz est coupé et les commis pleurent dans la chambre froide. Voilà. Et le saumon sauvage est décongelé à la hâte au micro-ondes. À un moment donné, peu importe la beauté de la salle ou la qualité de la police d'écriture, il faut que le plat arrive chaud sur la table. Et quand le plat arrive froid, ou pire qu'il donne une intoxication alimentaire, c'est là que le vernis explose. Ce qui est crucial à comprendre pour notre auditoire, c'est la nature de la réaction des gens. Ce n'est pas juste de l'agacement pour un retard, c'est plus profond que ça. Bien plus profond. Une erreur technique ou un petit retard, tout le monde peut le pardonner. Non, la colère, elle vient de la trahison symbolique. Une trahison symbolique. En gros, le contraste violent entre l'arrogance de la promesse et la médiocrité de l'exécution. Exactement. Les clients ne pardonnent pas d'avoir payé le prix du luxe pour obtenir du bricolage de stagiaires. Et c'est là que la réaction de la direction est souvent le clou du spectacle. Parce que quand ça craque publiquement, au lieu de mettre les mains dans le cambouis pour réparer, la direction plonge dans un déni total. Un déni majestueux. Si les clients se plaignent, c'est qu'ils n'ont pas saisi la complexité de notre offre. Bien sûr, les clients sont trop bêtes pour comprendre. Et si les employés font des burn-out à la chaîne, C'est qu'ils manquent de résilience. C'est un concept magique, la résilience. Ça permet de pathologiser la fatigue légitime des équipes plutôt que de remettre en question le système. c'est tellement cynique. Et la solution magique de la direction face à tout ça, c'est le grand classique « Aïe, il faut qu'on travaille notre communication ». Voyons. Changer les rideaux alors que la maison est en flammes. C'est exactement ça. Les fondations s'effondrent et la décision stratégique du trimestre, c'est de repeindre la façade pour que ça fasse plus chaleureux depuis la rue. C'est le triomphe du déni par le langage. Et si on veut vraiment démonter cette mécanique, il faut faire l'autopsie de ce bullshit corporatif. Prendre leurs mots valises préférés et regarder le vide abyssal qu'il y a derrière. Faisons ça. C'est crucial de faire ce test de réalité. Commençons par le mot roi. Premium. Premium. Aujourd'hui, on ne vend plus rien de normal, tout est exclusif ou premium. Mais dans la vraie vie, qu'est-ce qui justifie ce mot?
Est-ce que ça veut dire un vrai niveau de personnalisation? Un humain compétent qui décroche le téléphone quand on a un problème? Dans 90% des cas, pas du tout. Le premium, c'est une illusion purement esthétique. C'est un PDF avec un fond beige, une jouie police avec empattement et un prix gonflé de 40%. C'est du luxe typographique posé sur une exécution médiocre en fait. Exactement. Et le mot innovation, on en parle. Tout le monde prétend disrupter son marché sur LinkedIn. Oh oui, l'innovation de rupture. Mais pour de vrai, il faut quoi? Pour innover, il faut un mécanisme systémique. Surtout, il faut un vrai droit à l'erreur. Si la boîte n'alloue pas de vrai budget pour tester et se planter, c'est pas de l'innovation. C'est quoi alors? C'est juste du folklore créatif. Des post-it colorés sur un tableau blanc, mais encadrés par une angoisse hiérarchique paralysante. Ah, le folklore créatif, encadré par l'angoisse. C'est une balle perdue pour tellement de départements R&D, ça. En gros, on te demande d'être super disruptif, mais avec un retour sur investissement garanti à 3 mois. Un non-sens absolu. Et puis, il y a le pire de tous, le mot humain. L'entreprise profondément humaine. La fameuse. Humaine pour qui, hein? Bah oui, est-ce que c'est humain pour briller sur une page carrière avec des photos de gens qui sourient devant un baby-foot? Ou est-ce que c'est humain le vendredi soir à 19 h, quand le pauvre survivant doit absorber l'urgence d'un manager parti en week-end? C'est ça. L'humanité d'une organisation, c'est pas des sourires, c'est une métrique froide et factuelle. Ça se mesure au coût interne de la vérité. Au coût de la vérité. C'est-à-dire? De faire placardiser. Si le coût de la vérité est trop élevé pour l'employé, l'étiquette humain n'est qu'un sticker sur la vitrine. Ouais, mais soyons pragmatiques une seconde. Pourquoi ils s'enferment tous là-dedans? C'est pas un complot mondial de patrons sadiques qui aiment faire souffrir le monde, il y a forcément une logique économique. Bien sûr, il n'y a pas de sadisme, il y a une lâche rationalité économique, surtout à court terme. Vas-y, explique-nous. Payer une super agence de com pour créer un storytelling qui fait pleurer les investisseurs, ça coûte quoi? 50 000 € et en 3 mois, c'est plié. D'accord. Contre. Contre le fait de refondre entièrement le fonctionnement interne, de clarifier les rôles, d'assumer ses faiblesses. Ça demande des années, des millions d'euros et un courage managérial de dingue. Le choix est vite fait pour un directeur qui doit présenter des chiffres au prochain trimestre. C'est terrifiant. On a bâti un système qui récompense instantanément la posture plutôt que la pratique. Si le PowerPoint est beau, on débloque le budget, même si le moteur fume. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait face à ça? Il faut utiliser des méthodes. La boîte à outils anti-mascarade. On veut des noms, on veut des méthodes. Comment, au quotidien, ceux qui nous écoutent peuvent déjouer ce décor, qu'on soit client, candidat ou même manager lucide? Il y a 4 méthodologies concrètes. La première, c'est la matrice promesse/preuve, d'une froideur chirurgicale. Pour chaque adjectif balancé par la boîte, on exige en face la preuve opérationnelle. Ouais, enfin, sur le papier, c'est super, mais dans la vraie vie, je me vois mal taper du poing sur la table en entretien et dire « Vous vous dites agile, prouvez-le-moi avec vos métriques ». On se ferait jeter dehors direct. Il faut pas le faire avec arrogance. C'est un filtre mental. Si le recruteur te dit que la structure est très horizontale, tu demandes innocemment « Ah super !» Concrètement, comment est validé un budget de 5 000 € dans mon futur service? Ah oui, habile. S'il te répond qu'il faut 4 réunions et la signature du grand patron, tu as ta preuve. L'horizontalité est un fantasme. Pas de preuve matérielle, le mot est annulé. Implacable. C'est un détecteur de mensonges structurels. Allez, deuxième méthode. L'audit des points de friction. Parce que n'importe quelle boîte peut faire illusion pendant la lune de miel, quand tu signes le contrat, le décor est fait pour tenir sous les projecteurs. Mais ça s'effondre toujours à la première galère. Exactement, au premier irritant. Un bug, un retard de livraison ou quand tu veux annuler ton abonnement. Oh mon Dieu, l'annulation d'abonnement. Quand l'entreprise prétend mettre le client au centre, mais que pour résilier, le formulaire est planqué derrière 8 sous-menus et te renvoie vers un bot qui tourne en boucle. Voilà. Elle vient de rater son audit de friction. La friction détruit la fiction. C'est automatique. La friction détruit la fiction, j'adore. Ce qui nous amène à la troisième méthode qui a l'air assez radicale. La cartographie des écarts narratifs. C'est un exercice de lucidité génial en 3 colonnes. Colonne 1, ce que l'entreprise affirme publiquement. Colonne 2, ce qu'elle met réellement en place. Colonne 3, ce que les gens vivent vraiment sur le terrain. Donne-moi un exemple bien concret pour qu'on visualise l'écart. Prenons une grande banque. Colonne 1. Le discours. Nous accompagnons nos clients avec une proximité humaine et sur mesure. Magnifique. Très premium. Et la colonne 2? L'action de la direction.
fermeture de 60 agences locales et création d'une plateforme d'appel délocalisée avec des scripts ultra rigides. Et donc, fatalement, la colonne 3, le vécu. Un client angoissé pour son prêt qui passe 40 minutes à taper étoile puis dièse sur son téléphone pour finir par hurler sur quelqu'un qui n'a de toute façon aucun pouvoir de décision. C'est violent. Le gouffre entre la colonne 1 et la 3, c'est la taille exacte de la mascarade. Le théâtre perd tous ses accessoires d'un coup. Et pour enfoncer le clou, la 4e méthode, Le test de cohérence par zone. On arrête de voir la boîte comme un monolithe parfait et on regarde chaque département. Est-ce que la super promesse d'innovation vendue par le marketing sur le site est soutenue par les outils qu'on donne à la compta ou à l'usine ? généralement, c'est là que tu te rends compte que le service com travaille sur le dernier MacBook Pro pendant que l'entrepôt gère les stocks sur un vieux logiciel qui tente ce Windows 98. C'est un classique. Et si le test est négatif, le verdict est sans appel. Faut arrêter d'acheter de la peinture pour la façade, faut couler du béton dans les fondations. Alors, quand on prend du recul sur tout ça, au fond, la solution globale pour ces entreprises, c'est une gigantesque cure de désintoxication verbale. C'est le mot juste. Désintoxiquer le langage corporatif. Nettoyer le storytelling. Il faut retirer aux entreprises le droit d'utiliser des mots qu'elles n'ont pas mérités à la sueur de leur process interne. Fini les termes comme agilité disruptive tant que tu n'es même pas capable de payer tes propres fournisseurs à l'heure. Ou de donner des fiches de poste claires à tes équipes. Revenir à une parole brute, honnête. C'est sûr que c'est moins flatteur pour l'ego du comité de direction, mais c'est infiniment plus exact. Et c'est un point hyper important parce que ça a l'air contre-intuitif. Dans un monde obsédé par la perfection LinkedIn, avouer qu'on galère ou qu'on est juste moyen sur certains trucs, ça ressemble à un suicide commercial direct. Et pourtant, dire la vérité, c'est rentable. C'est le paradoxe de la psychologie humaine. Les gens, clients comme collaborateurs, ont une capacité de pardon gigantesque. C'est vrai. On pardonne à une start-up si son service client balbutie un peu au début. On comprend qu'un produit soit perfectible. La vulnérabilité honnête, ça crée de l'attachement en fait. Ce qu'on ne pardonne jamais, au grand jamais, c'est la dissonance hypocrite. Le fait d'être pris pour des idiots, de se faire séduire par un sourire commercial, alors qu'on sait que l'arrière-boutique est en ruine. L'enjeu, c'est de faire moins de pyrotechnie et plus de cohérence opérationnelle. Exactement. Et c'est pour ça que la chute du décor, que tous les patrons redoutent comme la peste, ce n'est pas une catastrophe. C'est le point de bascule, le moment de vérité, où on ne peut plus mentir avec élégance. On est au pied du mur. Soit on s'attaque à la structure, soit on s'enfonce dans sa propre caricature. Accepter que le décor tombe, c'est choisir de protéger le vrai travail, plutôt que de cramer son énergie à protéger une fiction. C'est l'heure d'éteindre les projecteurs sur la vitrine et de descendre dans la salle des machines avec une clé à molette. Parce qu'à la fin, ce qui sauve une boîte, c'est pas le post LinkedIn qui va être bouffé par l'algorithme dans 2 heures, c'est comment le salarié épuisé s'en sort seul face à un vrai problème. C'est la victoire inévitable du réel. Le petit animal brutal gagnait toujours à la fin. Toujours. Alors pour ceux qui nous écoutent, un petit exercice mental pour la route. La prochaine fois que vous naviguez sur un site d'entreprise parfaitement lisse, avec de belles photos libres de droit et des valeurs martelées à chaque ligne. L'excellence et la bienveillance, hein ? Bien sûr, l'excellence bienveillante. Prenez un instant pour imaginer les coulisses. Demandez-vous combien de survivants fatigués sont en train de ramer comme des fous sur leur tableau Excel juste pour maintenir cette magnifique illusion à flot. Ça change la perspective, non ? Une fois qu'on a mis ces lunettes-là, impossible de se faire avoir par un slogan. C'est clair. Et pour aller jusqu'au bout de cette logique, on va se quitter sur une petite réflexion provocatrice. Si on imagine un monde où une loi économique stricte entrerait en vigueur demain matin, une loi qui interdirait purement et simplement aux entreprises d'utiliser le moindre adjectif qualificatif. Fini le premium, fini l'agile, l'innovant. Interdit. Sauf si vous avez l'obligation légale de fournir en temps réel les métriques opérationnelles irréfutables qui prouvent ce mot exact. Oh là là, le silence de mort qui s'abattrait sur les réseaux professionnels, ce serait vertigineux. Le vide absolu. Mais peut-être que ce silence total, ce serait le nouveau standard de l'honnêteté économique. Une économie complètement nue, sans aucun vocabulaire cosmétique, sans fond d'écran pour camoufler la machinerie. Juste le produit, le service, le réel, rien d'autre. C'est une pensée fascinante à garder en tête devant la prochaine vitrine un peu trop parfaite.